My name is Marco Nievo, and Bonjour, je m'appelle Marco Niavo, je suis directeur scientifique de CTF Europe et je voulais vous souhaiter la bienvenue à ce masterclass et je voulais avant tout vous remercier au nom de tous les patients pour votre intérêt dans l'ENF. Avant de passer dans le vif du sujet, je dois vous donner quelques consignes concernant la séance de questions et réponses. Vous aurez l'occasion de saisir votre question dans la boîte à discussion pendant le masterclass et si possible, mettez vos questions en anglais. Si vous avez du mal à formuler votre question en anglais, je vous conseille d'utiliser un outil de traduction automatique tel que Traduction Google avant de mettre la question dans la boîte à discussion. Mais si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à mettre votre question dans votre langue et de notre côté, nous allons faire comme nous pouvons pour faire traduire votre question en anglais. Et je vous souhaite une bonne séance. Bonjour, je vous remercie de me donner l'occasion de présenter aujourd'hui le webinaire sur la neurofibromatose d'un point de vue de pédiatre. Je vais d'abord me présenter. Je suis pédiatre généraliste au Centre médical universitaire Erasmus de Rotterdam aux Pays-Bas et je dirige le Centre national de la neurofibromatose dans ce pays. Alors, voilà les éléments que je devais vous divulguer. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, c'est de vous présenter quelques informations de base sur la néofibromatose et discuter de certaines manifestations spécifiques de la NFA chez l'enfant. Ensuite, je vais vous guider à travers les conseils pour la surveillance spécifique des enfants et je vous fournirai quelques messages clés à retenir en tête après ce webinaire. Commençons donc par vous présenter la maladie. Supposons donc qu'un enfant de 8 semaines présente une tache café au lait et une macrocéphalie et que sa mère a un diagnostic confirmé de neurofibromatose. Que penseriez-vous de son diagnostic? Ou alors un autre enfant de 6 ans qui présente un retard dans les étapes de la vie et de la maladresse. Il a besoin de passer d'une école ordinaire à une école spécialisée. Il est également caractérisé par une petite taille et lorsque l'on examine, on détecte cette tache café au lait. Ou encore une autre adolescente de 14 ans avec une épaisseur de la joue qui a été opérée 2 fois sans succès. Elle suit une scolarité normale, mais éprouve des difficultés et elle a des taches de rousseur et des taches café au lait sur le tronc. Donc, en fait, tous ces cas sont des présentations de l'état variable de la neurofibromatose. Les caractéristiques cliniques de la neurofibromatose peuvent apparaître à différentes périodes d'âge. Et en fait, la maladie est présente dès la naissance, mais à l'âge de l'enfant, certaines caractéristiques ne sont pas forcément présentes et peuvent évoluer dans le temps. À l'âge de l'enfant, nous voyons principalement les taches café au lait et nous pouvons détecter certaines dysplasies comme l'orbite, le tibia ou la pseudarthrose. Et il peut y avoir des neurofibromes plaxiformes présents, mais pas toujours détectés. À l'âge scolaire, les enfants sont confrontés à des défauts d'apprentissage et d'après les manifestations tumorales, un gliome des voies optiques peut apparaître. Chez les adolescents, les lésions cutanées sont généralement plus nombreuses et le risque de malignité est plus élevé jusqu'à l'âge adulte. Plus spécifiquement, voici quelques images des manifestations cliniques et vous voyez les taches café au lait, les neurofibromes cutanés, le gliome de la voie optique, les problèmes osseux et les nodules de Leach. Les taches café au lait peuvent se présenter sous différentes formes. Par exemple, elles peuvent être petites et bien délimitées, mais elles peuvent aussi apparaître plus grandes sur de larges zones du tronc. Les neurofibromes cutanés peuvent être présents en grand nombre ou en petit nombre. Le mécanisme de la neurofibromatose est basé sur la mutation du gène NF du chromosome 17. La protéine neurofibromine est absente et elle interagit avec l'activation de la voie RAS. Et en l'absence de cet inhibiteur, la voie est plus activée
ce qui donc entraîne une augmentation de la croissance cellulaire et une modification de la survie des cellules. Cette neurofibromatose est donc une condition qui est prédisposant au cancer. Toutes les taches caféolées n'indiquent pas un diagnostic de NF1. Il est bon de savoir qu'une à deux taches apparaissent chez 10% de la population normale et que d'autre part, les enfants atteints de NF peuvent développer des symptômes cutanés jusqu'à l'âge de 7 ans ou 6 ans, de sorte que même un enfant avec quelques taches peut être à risque pour le NF1. Il existe également d'autres maladies caractérisées par des taches café au lait et il est bon de les garder dans les diagnostics différentiels. Des maladies comme le léopard, le Noonan, le McCune-Albright, le piébaldisme ou même le chromosome en anneau, qui est très rare. Certains diagnostics peuvent être plus importants à détecter, comme les syndromes de réparation de l'ADN et la NF2, qui présentent un risque plus élevé de tumeurs malignes, dont les taches café au lait sont une caractéristique. En plus des caractéristiques habituelles, il est bon de rechercher les caractéristiques mineures de la NF1. Nous disons toujours que les patients atteints de la NF1 peuvent se ressembler. Ainsi, les enfants atteints de la NF1 peuvent présenter une macrocéphalie, un hypertaylorisme, c'est-à-dire un espace étendu entre les yeux, une hypermobilité et un tonus musculaire réduit, des anomalies thoraciques, une petite taille pour leur âge et des problèmes d'apprentissage et de comportement. Même si ces caractéristiques ne font pas partie des caractéristiques réelles permettant de définir le diagnostic, elles peuvent vous aider à envisager le risque d'être atteint de cette maladie. Passons maintenant à des manifestations plus spécifiques de la NF1. Une manifestation importante dans l'enfance est la présence de gliome de Bagrad et en particulier le gliome de la voie optique. Les enfants atteints de la NF1 présentent environ 15 à 20% de gliome de la voie optique et ils apparaissent généralement entre 0 et 6 ans. Seule une minorité présente une croissance à l'IRM et environ la moitié d'entre eux souffrent d'une perte de vision, d'une proptose, de signes endocriniens comme la puberté ou la prépuberté, ou alors l'apparition de symptômes diencéphaliques. Seule une petite partie des gliomes de Bagrad de la NF1 sont non OPG, comme le montre cette figure. Du point de vue de l'ensemble de la population des gliomes de la voie optique, qui constitue 1% des néoplasmes du CNS en général, les gliomes de la voie optique apparaissent chez 5% de tous les enfants, mais les patients NF1 constituent 60% des patients OPG, 80% ayant moins de 10 ans. En général, l'âge moyen est de 8,8 ans, mais il apparaît plutôt chez les patients NF. La majorité est asymptomatique et ceux qui sont atteints de cette maladie progressive sont généralement de sexe féminin, présentent des symptômes en dessous de l'âge de 2 ans et sont atteints d'une tumeur au-delà du chiasma. C'est-à-dire que les yeux proches du chiasma ou les tumeurs qui apparaissent également au-delà du chiasma sont associés à une condition plus progressive. Cette diapositive vous présente donc les principales procédures de diagnostic du gliome de la voie optique. Étant donné le risque élevé du gliome de la voie optique, nous conseillons un dépistage régulier de la vision pour tester les champs visuels. Il existe une nouvelle technique, la tomographie par cohérence optique, pour détecter les changements au niveau de la rétine et du nerf. L'IRM est la pierre angulaire du diagnostic du gliome de la voie optique, mais les résultats doivent être intégrés en fonction des effets sur la vision. Et il est bon de savoir que pour la majorité, il s'agit d'un astrocytome pilocytaire, donc nous ne conseillons pas de biopsie. Il y a un dilemme dans le traitement du gliome de la voie optique, car toutes les tumeurs n'entraînent pas une perte de vision et
toutes les tumeurs ne sont pas associées à des effets sur la perte de vision. Donc, les signes IRM ne sont pas toujours liés aux impacts sur la vision ou sur les champs de vision. D'autre part, nous savons que la progression au-delà du chiasma est associée à une tumeur agressive et à une perte de vision. C'est aussi important pour la NF spécifiquement. Nous conseillons de ne pas faire de radiothérapie vu l'impact des tumeurs secondaires. Également important, les neurofibromes plexiformes constituent une autre manifestation importante dans l'enfance. Ils sont généralement présents dès la naissance, bien qu'ils puissent être petits et être détectés plus tard. Dans le cadre de la croissance incontrôlée, qui est une caractéristique de la NF1, nous savons que les tissus entourant le nerf, comme les fibroblastes et les cellules de Schwann néoplasiques, vont se développer au niveau de leur profil et entraîner le développement de grandes tumeurs. Elles peuvent être visibles de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et là, il y a un rapport avec le fonctionnement du nerf. Dans d'autres cas, nous savons qu'elles sont présentes chez 50% des patients atteints de NF et qu'elles présentent un risque de 8 à 13% de se transformer en tumeur maligne de la gaine du nerf périphérique. La majorité des neurofibromes plexiformes apparaissent dans le visage et provoquent une dysmorphologie grave, mais ils peuvent également être présents dans toutes les parties du corps, affectant la fonction ou provoquant des plaintes telles que la fatigue, l'accumulation de sang et le dysfonctionnement de motricité. Une analyse IRM peut montrer des neurofibromes très étendus, comme dans le cas de ce patient qui a développé une présence tout le long des nerfs épais. Vous voyez également qu'ils se développent de manière très étendue et qu'il est difficile, voire impossible, de les enlever en totalité s'ils sont présents. L'évolution du neurofibrome plexiforme est imprévisible et voici l'exemple d'un petit garçon que j'ai vu à l'âge de 2 ans et puis quelques années plus tard, vous voyez la déformation accrue du visage qui peut être déjà détectée à ce jeune âge. Ce sont les résultats de plusieurs études sur la croissance du neurofibrome plexiforme en fonction de l'âge et en général, nous supposons que la croissance est la plus forte chez les jeunes enfants. D'un autre côté, nous constatons également que dans certains âges plus avancés, la croissance est importante. Depuis peu, il existe un traitement systémique pour les neurofibromes plexiformes. Il s'agit des inhibiteurs MEK qui agissent sur la voie rase chez l'enfant et les chercheurs ont montré un effet admirable avec un prolongement de la survie sans progression en traitant les patients avec les inhibiteurs MEK comparé à l'histoire naturelle. Cela a récemment abouti à l'approbation de la FDA et de l'EMA pour les médicaments, bien qu'en Europe, ils ne soient pas disponibles dans tous les pays. Passons maintenant à d'autres symptômes cliniques de la NF. Ils peuvent être confrontés à des symptômes endocriniens, en particulier une petite taille. Ceci est en partie lié à un déficit en hormones de croissance, mais pas que. Il est également lié à la composition corporelle, de sorte que les patients atteints de NF ont généralement des jambes plus petites que le tronc. Et il y a une partie des patients qui présentent une puberté précoce. Cet état peut être lié à la présence du gliome de la voie optique, mais pas toujours. Mais il est bon de rester attentif à la croissance et à la puberté lors de contrôles réguliers. Les défauts osseux sont fréquemment présents et ils constituent la scoliose, mais aussi la dysplasie osseuse congénitale, principalement du tibia, ou la dysplasie sphénoïde. Et je vais vous présenter quelques chiffres. Donc, voici la scoliose, par exemple. Ceci juste ici, c'est de la dysplasie osseuse.
la dysplasie sphénoïde et l'absence de l'os sphénoïde dans l'orbite, qui se traduit par une position plus basse de l'œil. Vous pouvez imaginer que ce que cela peut causer, et ça peut causer des problèmes avec l'œil et parfois des fractions sur le nerf. Souvent, il est également associé à un neurofibrome plexiforme interorbitaire. Et c'est la question, qu'est-ce qui vient en premier? La présence de la dysplasie osseuse ou l'influence du neurofibrome plexiforme à cet endroit? Avec la scoliose, on voit parfois la présence réelle d'une dysplasie des vertèbres. D'autre part, c'est aussi dû à l'hypertonie de l'enfant qui se traduit par la scoliose. Ceci est un exemple de la dysplasie du tibia. Généralement, l'os est là, mais dans cette forme dysplasique, le problème survient lorsqu'il se casse, lorsqu'il se fracture pendant l'exercice, où la fracture est difficile à guérir car l'os est anormal et parfois il en résulte une amputation de la jambe ou autrement dans une période de réadaptation à long terme. Un autre problème majeur dans la NF1 sont les problèmes cognitifs. On sait que le quotient intellectuel moyen chez les enfants ou chez certains adultes atteints de l'ANF est décalé vers la gauche, vers une moyenne de 85 à 90. On voit aussi qu'un quotient intellectuel inférieur à 70 est 2 fois comparé à la population générale. En général, nous disons que la majorité des enfants atteints de la NF1 sollicitent un soutien particulier pendant leur scolarité. Et en fait, aux Pays-Bas, nous observons que 40% ont besoin d'une éducation assez spécialisée. Les 3/4 ou 1 an ou plus de retard et 85% ont besoin d'une sorte d'enseignement ou de rattrapage. Des problèmes d'attention sont fréquemment présents, c'est environ 40 à 70%, mais le vrai diagnostic du TDAH est d'environ 40%. Viennent ensuite les problèmes de tâches visuelles, spéciales de mémoire, les problèmes de fonctionnement exécutif, comme le contrôle des impulsions, le fonctionnement social, la pensée logique. L'autisme est présent dans une fréquence plus élevée, mais aussi des problèmes moteurs et des problèmes d'élocution, de fatigue et un tonus musculaire réduit. Si vous avez un QI qui se déplace un peu vers la gauche, comme un QI de 90, et il est combiné à certaines caractéristiques du TDAH. Vous avez des difficultés de fonctionnement exécutif. Cela affecte assez considérablement votre performance scolaire. Donc, il est assez impératif d'évaluer les problèmes dans leur ensemble et ne pas uniquement porter son attention sur un diagnostic correct spécifique comme le TDAH. Ce que vous voyez ici est la moyenne. Désolé, la ligne rouge montre que le QI moyen pour la population générale est fixé à 100 et la courbe montre que la cognition totale et le QI verbal et de la performance de la population NF. Ce que vous voyez ici, c'est qu'ils sont tous décalés vers la gauche et nous arrivons à un quotient intellectuel de 90. Il est bon cependant de comprendre que les QI plus élevés sont également présents dans la population NF. C'est seulement que cette distribution est décalée. Ceci est un exemple des effets de l'apprentissage spatial visuel avec faculté affaiblie dans la NF. Nous testons souvent cela en demandant de copier cette figure, soit en ayant cela en vue. Soit en le faisant de la sorte. Sans cette image, imaginez donc ce qu'on vous demande de copier. Et généralement, lorsque vous en avez besoin, et quand nous commençons à copier, nous commençons d'abord par les figures générales, puis nous les remplissons avec plus de détails. Cependant, si vous demandez à un patient NF de faire ces tâches, il commencera et finira par cette figure. Donc, il ne verra pas la vue d'ensemble, mais commencera par tous les aspects détaillés composant la figure entière. C'est un peu pour comprendre la nature du problème dans cette condition. Passons
au conseil de surveillance chez l'enfant NF. Il faut donc composer avec un phénotype incomplet, mais aussi avec un avenir incertain. Le jeune âge suivant est confronté à des changements rapides. Les enfants ont un développement cognitif et déjà long, mais aussi un changement dans la composition corporelle et la puberté. Et enfin, les parents sont en tête pour demander de l'aide et pour soutenir leurs enfants, mais aussi ils sont souvent touchés et affectés par la NF. À Rotterdam, nous avons là encore clinique NF et ce que nous faisons là-bas, c'est que les enfants sont examinés ou consultés chaque année par une consultation commune entre un pédiatre et un neurologue pour enfants et un ophtalmologue en parallèle pour 2 fois par an pour l'âge après l'âge de 10 ans. Au besoin, un généticien est sollicité pour conseiller les parents et ils sont toujours présents pour effectuer un examen neuropsychologique en sa nature. Ce sont des évaluations à des âges standardisés. Et le généticien est là pour conseiller les parents, est toujours présent sur appel, effectue une évaluation neuropsychologique à des âges standardisés de 3 ans vers 6 ans. Ils peuvent avoir des questions sur ce qu'il faut faire en imaginant un dépistage. En général, nous disons que nous ne devrions pas le faire, mais il faut le faire sur indication. Un exemple est sur la technique d'IRM du corps entier. C'est maintenant plus fréquemment présente, étant donné que nous avons les neurofibromes internes qui sont présents à 50% dans la NF et que la charge tumorale est prédictive du risque du TMGNP. À l'âge adulte, vous pouvez considérer cela comme une technique précieuse. En revanche, on constate que ces risques sont plus présents chez l'adulte et donc l'IRM du corps entier n'est pas inclus dans une approche générale dans l'enfance. Elle peut être envisagée à l'âge de l'adolescence. Pour l'IRM crânien, je sais qu'il y a aussi des centres qui font régulièrement ce dépistage par IRM crânien et qui font pour détecter donc l'OPG, mais la question est de savoir ce que vous faites avec d'observations d'OPG stable, sans symptômes. J'ai expliqué aussi le choix de la thérapie dépend des symptômes existants. Ensuite, il y a beaucoup de manifestations qui se voient en IRM, mais qui n'ont pas de conséquences cliniques sur le fascie ou les UBO, notamment dans les ganglions de base. Dans ce cas, le dépistage par IRM peut être le plus propice, en particulier chez les enfants de plus de 2 ans qui ont des examens ophtalmologiques peu fiables ou les très jeunes enfants qui sont un peu plus à risque de développer une OPG. Autre dépistage pour d'autres conditions, il existe une légère augmentation du risque de leucémie myélome juvénile. C'est les enfants. Le risque est encore très faible. Il existe un rapport dans la littérature et une association de la présence d'exanthogranulome, mais d'un autre côté, nous pensons que vous ne devriez pas dépister cette condition par des tests sanguins avec des examens réguliers pour rechercher des symptômes généraux comme l'anémie, l'augmentation des ganglions lymphatiques suffisants. Une autre condition est l'ostéopénie ou l'ostéoporose, qui est la plus répandue dans la NF et qui est associée à une augmentation ou aussi c'est également augmenté en présence d'exercices de fatigue réduit. En ce sens, nous pensons qu'il est utile au moins d'optimiser le statut en vitamine D. En conséquence, en général, nous disons que la NFA, nous sommes en présence de soins multidisciplinaires car il s'agit d'une maladie génétique avec une présentation viable des symptômes, dans le nombre des symptômes et de complications, mais aussi le moment de l'apparition. Et il n'y a pas d'association pour prédire les symptômes en fonction d'autres caractéristiques. Il affecte le développement de l'enfant à différents âges, retarde les étapes, mais aussi le comportement et la cognition interfèrent avec l'école et l'apprentissage. Et il affecte l'adulte dans la participation à la société
en ayant une maladie génétique, ayant un risque aussi accru de malignité et de morbidité, mais aussi il affecte le travail en fonction générale. Ainsi, les messages clés ici pour le NF1 est que il s'agit d'une condition à vie, mais que la présentation nécessite un suivi des cas incomplets dans l'enfance, un suivi multidisciplinaire est essentiel et les complications nécessitent une prise en charge spécifique. Il n'y a pas d'imagerie routinière indiquée, mais on peut discuter l'IRM du corps entier à la fin de l'adolescence et de dépistage par IRM du CNS. Merci de votre présence, de votre participation. J'aimerais exprimer ma gratitude à la collaboration de mes collègues dans notre centre local, mais aussi national, international. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Bonjour et re-bienvenue. Merci Réanne, merci pour cette présentation très intéressante qui était un survol des différentes manifestations de la NF1 chez les enfants. Alors, vous avez reçu de nombreux messages de remerciements dans la boîte à discussion. Mais pour l'instant, je ne vois pas de questions. Alors, voici une première question en disant quel type de test ou de dépistage est-ce que le neurologiste peut mener lors des examens annuels? Alors, typiquement, on utilise les examens neurologiques typiques, c'est-à-dire le test des réflexes et aussi la perturbation de la sensibilité et des fois des tâches de coordination et d'équilibre. Alors, dans ma réponse, je me doutais aussi si vous ne vouliez pas savoir sur les aspects neuropsychologiques, mais je pars du principe que c'était juste du côté physique neurologique. Alors, j'espère que c'était la bonne réponse. Encore une question de Carlos Lopez. Quel type de rééducation est nécessaire suite à une opération et est-ce qu'il est nécessaire après l'enlèvement d'un gros neurofibrome au niveau du dos, par exemple? Alors, dans un premier temps, je dois vous dire que la chirurgie est la seule option pour l'instant, mais elle ne se fait pas régulièrement, donc ma réponse n'est pas basée sur un grand nombre de cas. La question clé, c'est s'il y a des dégâts au niveau des nerfs ou dans les tissus entourants. Et en fait, pour enlever une partie de la masse, c'est pour préserver la fonction. Et donc, dans ce sens, on met l'accent plutôt sur la guérison. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu, j'ai bien compris votre question en ce qui concerne la rééducation. Il s'agit de la rééducation habituelle, sauf si on estime qu'il peut y avoir des dégâts particuliers. Encore une question de Carlos. Est-ce possible d'employer des hormones pour régler les problèmes de croissance ou de développement? Vous voulez dire l'hormone de croissance pour régler le problème de petite taille? C'est une bonne question. Alors, il y a de nombreux enfants atteints de NF1 qui sont de plus petite taille et en général, ce n'est pas à cause d'un déficit d'hormones de croissance, c'est juste à cause de la composition corporelle changée. C'est-à-dire que les jambes sont généralement plus courtes. Et c'est la même chose pour la maladie de Newman. Et vous allez constater que ces enfants-là ont la même cadence de développement que leur père. Et donc, cela ne correspond pas à un déficit d'hormones de croissance. Cependant, il y a un groupe où il y a bien un déficit d'hormones de croissance. Et pour ce groupe, oui, on peut considérer une thérapie de remplacement d'hormones de croissance.
pour les patients de NF1. Bien sûr, il y a un point de désaccord. Est-ce que l'hormone de croissance est prédisposant au cancer si la personne est atteinte d'une maladie qui est prédisposant au cancer? Mais selon les études existantes, si vous avez prouvé un déficit d'hormone de croissance, un remplacement jusqu'au niveau habituel ne va pas augmenter le risque de cancer. Ceci étant dit, il y a aussi un point de désaccord. Est-ce qu'il faut traiter les enfants qui ont des valeurs d'hormones de croissance normales, mais qui ont une indication pour l'hormone de croissance? Et ça dépend du pays. Donc, aux Pays-Bas, il y a une indication. Si vous êtes né petit pour votre âge de gestation et que vous avez cette indication d'hormone de croissance, mais je dois vous dire que nous avons traité quelques cas dans notre population avec cette combinaison, c'est-à-dire la NF avec la petite taille pour l'âge de gestation. Et nous avons estimé que le risque de cancer suite à un traitement d'hormones de croissance serait trop élevé et donc nous n'avons pas choisi cette thérapie. Mais ce n'est pas prouvé. Est-ce que vous avez un taux d'enfants qui nécessitent ou qui ont ce déficit d'hormones de croissance plus élevé dans la population NF par rapport à la population générale? Oui, tout à fait. C'est une complication connue. Et dans ce sens, il est conseillé de vérifier les enfants atteints de NF1 lors des examens annuels pour contrôler le développement corporel. Et s'il y a une déviation, ou alors si l'âge osseux est retardé, dans ce cas-là, vous menez des analyses pour prouver un déficit d'hormones de croissance. Donc oui, effectivement, il s'agit d'une question de surveillance. D'accord, merci. Encore une question de Sandra. Est-ce que vous faites des analyses génétiques chez des enfants très jeunes avec des taches café au lait qui sont très petites ou est-ce que vous attendez un deuxième critère? Ça dépend. Alors, si les parents ont bien la mutation prouvée, la discussion devient plutôt simple. Et parce qu'à ce moment-là, les parents seront demandés de faire cette analyse. Mais supposons que l'enfant, qui est le premier dans la famille à présenter les signes, qui est le premier à présenter la mutation, dans ce cas-là, ça dépend. D'habitude, je prends le nombre d'anomalités, c'est-à-dire le nombre de taches café au lait, et s'il y a encore des signes supplémentaires, mais aussi les signes mineurs. Par exemple, la macrocéphalie, les anomalités thoraciques, ce sont les signes qui ne constituent pas un diagnostic, mais qui sont plus prévalents chez les patients NF1, et cela peut permettre de décider de faire cette analyse. Et aussi, le troisième critère à tenir en compte pour le diagnostic, c'est quelle est la question au niveau du soin du patient ou du parent. Donc, si vous avez un enfant qui développe des caractéristiques différentes des enfants typiques, vous avez une question à se poser. Pourquoi est-ce que cet enfant se développe différemment? Alors, peut-être dans ce cas-là, vous pouvez décider plus facilement à mener des analyses parce que si vous avez un enfant qui se développe bien et qui n'a pas de problème, là, c'est plus compliqué. Par contre, si vous décidez de ne pas faire des analyses de diagnostic, dans ce cas-là, vous devez suivre une période de suivi et au moins, on essaie d'examiner les enfants à l'âge de 6 ans. Et le dernier point, c'est qu'il est important de tenir en compte qu'un résultat négatif génétique n'exclut pas le diagnostic de NF parce qu'il y a quand même 5% des patients NF que nous ne pouvons pas diagnostiquer via les analyses d'ADN. Alors, pour moi, il faut décider en amont, avant les analyses, quel sera le traitement de suivi ou quelle sera la procédure de suivi et quel est le diagnostic soupçonné. Alors, j'essaie donc de prendre cette décision en amont. Je crée un plan et c'est après que je décide si une analyse et un résultat va changer les thérapies. Et j'en discute avec les parents. Et des fois, ça peut influencer la décision aussi, si vous avez deux cas similaires. Merci. Maintenant, une question par rapport au suivi. C'est une bonne question.
pourquoi est-ce que tous les pays ont leur propre procédure de suivi? Est-ce important, dans votre pays ou certainement dans mon pays, est-ce important de faire le suivi de la même manière à travers les différents pays? Et elle demande s'il y a un conseil européen qui gère cette question. Est-ce qu'on essaie de standardiser un peu la procédure? Merci René pour la question et je pense que je vous connais d'ailleurs. On est en train de travailler au niveau européen avec des lignes directrices européennes au niveau de la NF, mais ce n'est pas encore finalisé, donc je ne vous ai pas montré. Et cette démarche se concentre sur la gestion des tumeurs. Donc, ce n'est pas tous les aspects qui sont pris en compte, mais on va essayer d'élaborer des lignes directrices européennes pour ces autres aspects-là. Une autre question importante à traiter est la suivante. La fréquence des contrôles dépend également du niveau d'accès pour les patients aux soins de santé. Alors, si on parle d'intervalle de contrôle, il faut comprendre, il faut décider ou voir si les patients ont un accès facile en cas d'urgence ou si l'accès est plus compliqué auprès des experts NF. Alors là, je pense qu'il y aura toujours des écarts parmi les différents pays à cause de l'organisation des soins de santé. Maintenant, nous avons de nombreuses questions concernant les TMGNP. Joao pose une question. Récemment, j'ai vu un cas d'un enfant de 11 ans atteint d'une TMGNP et souvent, j'estime qu'un diagnostic précoce peut changer le résultat horrible. Dans ce cas, c'est le décès. À l'heure actuelle, nous avons tendance à faire des IRM du corps entier pour tous les patients. Alors, tout d'abord, je dois avouer que je suis pédiatre généraliste et pour les enfants atteints de NF1, heureusement, la mort n'est pas une complication fréquente. Mais quand même, cela arrive et il est très, très important d'en faire mention. Donc, c'est pour cela que nous contrôlons pour vérifier les signes d'alarme. Et au niveau de l'IRM du corps entier est compliqué. Dans un premier temps, nous devons prouver que la charge des tumeurs au sein du corps, c'est-à-dire, bon, l'IRM du corps entier, c'est plutôt pour détecter la charge des tumeurs plutôt que la présence d'une TMGNP. Et nous savons que la charge tumorale à l'âge de l'adolescence ou à l'âge de 18 ans environ a été prouvée à prédire le développement de TMGNP aux âges plus avancés. Alors, en fait, il n'existe pas de lien entre la charge tumorale, la détection, l'évaluation et la présence de TMGNP pour les enfants. La question suivante, c'est que l'IRM du corps entier traite le corps entier, bien sûr, mais avec une certaine épaisseur de tranche. Alors, des fois, vous pouvez avoir une TMGNP qui est plus petite que la tranche détectée par l'IRM, donc ce n'est pas une garantie. Et en fait, l'IRM du corps entier en lui-même ne va jamais donner une image suffisante, complète, pour déterminer en lui-même ou faire la distinction entre une TMGNP et un neurofibrotome plexiforme. Alors, ce sont des choses à prendre en compte. Et sur nos lignes directrices pour la NF, que j'ai déjà mentionné lors de la dernière question, j'ai envie de dire que l'IRM du corps entier n'est pas un élément central pour la surveillance de la NF chez les enfants. La difficulté, c'est qu'il est toujours bien d'être conscient du risque de ces cas-là, parce que dans certains cas, la détection aurait pu être plus précoce, c'est vrai, mais en fait, je n'ai pas de réponse très claire à vous donner et j'espère pu avoir donné un peu de contexte au moins. Alors, sur ce même thème, Jennifer aimerait savoir qu'est-ce que vous dites aux parents? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Qu'est-ce qu'il faut contrôler pour faire un diagnostic précoce du TMGNP?
C'est une question intéressante parce que dans notre groupe européen, il y avait un débat qui parlait de cette relation avec les parents, s'il fallait donner des instructions aux parents parce que ceci arrive très rarement chez l'enfant. Est-ce que vous allez les alarmer ou les tenir informés d'une autre façon? Je pense que les complications n'arrivent jamais, surtout quand le patient est devant vous, mais c'est toujours d'avoir des visites, il faut toujours donner des instructions claires aux patients. Dans ce sens, cela fait partie de l'éducation, fait partie du fait qu'il faut absolument produire et donner une éducation qui permet d'expliquer les choses de manière claire et dans ce sens aussi pour le PMGNP, c'est toujours clair de regarder les symptômes. Voilà, il y a des douleurs persistantes qui ne peuvent pas être expliquées par des raisons communes. Le changement de texture dans la tumeur ou aussi une croissance assez notée. En revanche, nous avons aussi des patients que nous consultons pour ces raisons spécifiques. Il faut toujours procéder aux révisions. Il n'y a pas des fois des symptômes ou des signes de malignité. Ça fait partie du suivi du contrôle de cette condition et les risques augmentent avec le temps et les facteurs de risque sont toujours utiles et il est impératif de toujours vérifier avec les parents, les patients pour le faire comprendre les risques encourus et pour s'assurer qu'ils comprennent, ils ont une compréhension complète de la chose. Une autre question qui est de Karim Arakwaki concernant les IRM du corps entier. C'est toujours utile, mais des fois, ça manque de détecter les petites tumeurs. En revanche, vous avez la possibilité de détecter des tumeurs par CNS et quelle est votre position par rapport à cela? Parce que des fois, on n'est pas décidé à mener ou à conduire un IRM du corps entier et je ne sais pas quel est votre avis sur la question. Je suis tout à fait d'accord. C'est un résumé succinct de la discussion que nous avons eue parmi le groupe européen. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Il faut absolument un dépistage à un jeune âge. Nous portons notre attention voilà, aux examens physiques, aux signes, aux symptômes spécifiques. On fait des IRM pour une partie du corps plus en détail si nous avons des doutes. Une question de Legit Baglasida qui dit dans certains pays, l'évaluation psychologique est faite sur une base annuelle. Quel est votre avis sur la question? Est-ce qu'il y a un consensus concernant ces thérapies, ce genre de thérapie chez l'enfant? Pour le test neuropsychologique, il faut qu'il soit équilibré entre ce qui est faisable et ce qui est faisable dans votre centre de santé, dans votre organisation aussi, quand vous pensez à certains aspects liés, voilà, aux attentes financières. Il faut toujours regarder ce volet financier, surtout par rapport à l'assurance. C'est ce qui se passe dans la plupart des pays. Le programme que nous avons aux Pays-Bas, c'est le résultat d'un travail que nous avons entamé il y a 15 à 20 ans. Nous avons appliqué cette méthode au sein d'un groupe groupes qui s'occupent de conditions génétiques, psychologiques, comme le TCI, etc. Nous avons essayé de faire cela parce que ce sont les années ici aux Pays-Bas où les enfants changent d'école, d'établissement scolaire. Donc, quand ils commencent l'école primaire, ils rentrent après 2 ans
dans une phase d'apprentissage plus avancée. Donc, il y a certains handicaps qui apparaissent, certaines difficultés qui apparaissent, surtout quand ils entament l'école secondaire et jusqu'à le choix de l'éducation professionnelle. Il faut le faire sur une base annuelle. Je ne peux pas dire pourquoi il n'y a pas, s'il y a une raison pour ne pas le faire. Il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est intéressant. Malek, alors pose une autre question sur l'IRM. Alors, quand vous avez des enfants qui sont prédisposés au TM-GNP, sur quelle base vous faites ces examens et comment vous les conduisez? C'est une question difficile parce que dans mon expérience, nous n'avons pas des patients en ce sens. Généralement, je suis les enfants jusqu'à l'âge du collège et nous avons des oncologistes qui sont spécialisés en la matière. Je dirais qu'il est important de comprendre que l'IRM n'est pas suffisant pour différencier entre la malignité et la bénignité. Donc, il y a aussi voilà, des scanners qu'il faut faire. Donc, pour rajouter à votre question, quelle est la position du scanner? C'est une combinaison de ces tests et on regarde des progressions, de changements dans la de la tumeur, et puis des changements dans la plainte ou des patients pour entamer ces intervalles d'imagerie ou de tests pour les tumeurs. Il n'y a pas de protocole précis, pour ainsi dire. J'espère que cela répond à la question. Alors, Manek dit c'est un oncologiste et pédiatre, juste pour votre information. Je sais, c'est pour cela que je faisais attention dans ma réponse. Nous avons une question de la part d'un parent. J'aimerais savoir si l'enfant doit subir des rayons X sur sa dentition. Est-ce que cela est nécessaire? C'est une bonne question parce que étant prédisposé à ce genre de tumeur, il faut être prudent pour des radiations, au niveau des radiations. Donc, il faut considérer s'il est nécessaire ou pas d'entamer ces techniques voilà, de scanner. Alors, pour les problèmes de dentition dans la NF, il y a eu plusieurs publications qui ont parlé de cela. Il y a des articles qui disent qu'il y a chez l'enfant prédisposé à l'ANF, il y a des problèmes de mâchoire ou de dentition mais on ne sait pas si cela a un rapport avec d'autres conditions sous-jacentes autres que la NF. Je ne suis pas très sûre ce que vous voulez, quelle est la raison derrière cette question. Que c'est le fait de porter sur l'attention sur c'est des questions dentaires et surtout par rapport aux radiations ou des scanners, imagerie dentaire. Alors, il a parlé d'exposition donc aux rayons X. Je serai prudente dans ce cas. Alors, je suis en train de descendre dans la boîte de conversation il y a une question de Diana Nichols. Elle a dit que est-ce que les pieds se gonflent dans la NF? Est-ce que l'enfant est prédisposé à avoir des pieds gonflés? Est-ce que ou bien des pieds plats? Oui, des pieds plats, oui. C'est une ce sont des symptômes qu'on note, les questions qui sont prédisposées à l'ANF, donc une réduction au niveau de la masse osseuse, des problèmes de motricité et aussi dans les enfants plus jeunes et chez les adolescents, on a donc cette tendance à avoir des pieds plats, une prédisposition à des pieds plats. Il faudrait traiter cela. Généralement, cela se réduit quand on prend de l'âge.
mais, le problème réduit avec le temps peut-être, mais on ne peut pas corriger cela, on ne peut pas remédier à cela. On essaie de voir s'il y a une raison pour laquelle l'enfant a des problèmes de marche euh, par exemple, des courbatures au niveau des jambes ou parce que les muscles sont utilisés de façon différente et ces patients se tiennent debout de manière différente aussi. Peut-être que l'enfant doit porter des souliers ou des chaussures voilà, différentes ou bien avoir du support au niveau euh, des chaussures. Mais il faudrait qu'on essaie de remédier, ne pas remédier au problème, mais essayer d'écouter les plaintes et puis de voir si on pourrait réduire cela par intervention ou voilà. Il y a une pluie de questions qui sont adressées à vous, de commentaires. Nous avons un commentaire de Lolia Mostafani. Est-ce que vous avez des recommandations par rapport à l'évaluation et le contrôle de certaines complications artérielles? Oui, c'était, ce n'était pas peut-être très clair dans ma présentation, mais premièrement, nous ne faisons pas des tests voilà, vasculaires ou des dépistages vasculaires. Mais pour ces symptômes, c'est caractérisé surtout par une hypertension. Donc, les tests au niveau de la pression est nécessaire. J'ai certains cas que nous avons détectés aussi. Nous avons aussi noté des hypertensions au niveau de la NF1. Pour les autres cas, je dirais que nous ne menons pas des dépistages pour des changements oscillogrammes, pas dans le cas du moya-moya. Et il y aura toujours un cas qui a souffert, par exemple, de difficultés pareilles, et nous sommes pleinement conscients de cela. Est-ce que, alors de Fundo, et une autre question de Malek, par exemple, comment vous faites la transition de l'étape pédiatrique à l'étape suivante? Peut-être que on pourrait avoir une conférence en ligne spécialement dédiée pour ce sujet avec les collègues, pourquoi pas? Je pense, quand je parle de la perspective des Pays-Bas, voilà, le suivi, le contrôle sont très développés pour les enfants. Mais je pense, depuis 15 à 25 ans, c'est devenu assez structuré pour les adultes. Nous avons vu certains problèmes se manifester dans d'autres pays. Dans les Pays-Bas, nous utilisons la transition entre 6 à 18 ans, mais cela dépend au système sanitaire parce qu'il y a certains pays qui utilisent, qui utilisent la transition vers l'âge de 16 ans. Cela dépend. Donc, 16 ans ou 18 ans, je pense qu'il faudrait être traduit à la situation dans le pays et non pas uniquement à un âge strict. Cela dépend du pays. Donc, ce que nous faisons en général, c'est que nous essayons d'avoir ces patients et de les consulter, de réviser leur situation et aussi, et puis aussi travailler avec eux en ce sens pour qu'ils reçoivent le soin, pour qu'ils reçoivent les soins nécessaires et pour qu'ils passent à la prochaine étape. Nous avons une étape de consultation génétique qui se fait. Ce sont des consultations répétées qui vont porter leur attention sur l'aspect génétique de la question et aussi tout ce qui est en rapport avec voilà, l'aspect génétique, historique et comment procéder pour informer le partenaire à l'avenir. Donc, dans cet aspect, nous offrons euh, des tests neuropsychologiques et nous consultons les patients
pour voir s'ils ont besoin d'être éduqués et informés sur leurs conditions et les préparer à l'âge adulte, surtout par rapport à la participation au sein de la société, travail à mener, etc. Généralement, nous leur envoyons une lettre avec un résumé succinct des visites et aussi la nécessité d'évaluer donc la pression et puis aussi leur fournir dans cette lettre des informations précises sur leurs conditions. Ceci aussi dépend de la structure de l'âge adulte, de l'état sanitaire de l'âge adulte dans votre pays. Dans certains pays, nous avons certains suivis par des pédiatres généraux. Dans d'autres pays, c'est fait par des soins hospitaliers. Dans ce sens, il faudrait aussi regarder ce qui est utilisé dans le pays et comment procéder pour informer le patient et s'assurer que le patient pourrait gérer cela. C'est la partie la plus importante, surtout dans l'âge adulte. Ceci doit être à l'avant. Faire le suivi et savoir où aller en cas de nécessité. C'est une question importante. Si tous les patients peuvent faire cela, eh ben, ce serait bon. Il faudrait toujours leur prêter main et les soutenir quand c'est nécessaire. Il y a une autre question de Joël Passès. Est-ce que vous considérez Moya Moya et puis le dépistage de Moya Moya et les traiter avec une thérapie régulière? Nous essayons d'éviter la radiothérapie pour certains patients, surtout dans les tumeurs secondaires. Donc, dans notre population, dans notre communauté, je ne me rappelle pas d'un exemple de cela. Je pense que je vais garder la case vide pour cela. Joël a mentionné que que ce patient doit avoir été traité par une radiothérapie surtout au niveau de l'orbite. Ma réponse, ma réponse ne voulait pas dire qu'il ne faut jamais faire de la radiation. Je sais dans les patients NF et je sais que ça se fait dans le cas des patients NF. Et c'est une bonne considération dans ce cas, surtout dans certains cas. Un traitement spécifique peut induire des effets secondaires, mais dans ce sens, je ne peux pas recommander de faire une approche régulière en ce sens. Mais il y a une compréhension générale que, il y a des patients qui ont reçu de la radiothérapie, et donc le suivi doit être très intense et doit être acheminé vers, vers le fait que ce patient a reçu donc une radiothérapie. Je suis tout à fait d'accord. Si vous voulez demander mon opinion générale, est-ce qu'il faut le faire pour tous les patients? Eh bien là, je ne pourrais pas. Je vais laisser la case vide. Mais je pense que et il faudrait diriger la question vers un expert en la matière. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord par rapport à ce qui a été dit. Je pense que j'ai pris toutes les questions de de l'audience, de la boîte à conversation. Merci à tous ceux qui ont participé à cette session. Merci de l'avoir rendue une session énergétique et vivante. Merci pour tous les conseils que vous avez fournis. C'est bon de voir cela se produire. Il y avait une question concernant la possibilité pour les participants d'être diffusés en ligne. Peut-être que nous pourrons considérer cette option à l'avenir. Peut-être qu'on pourrait avoir les questions en direct un de ces jours. Peut-être que vous pouvez comprendre qu'avec un nombre élevé de participants, 58 personnes notamment, il était difficile de faire cela et c'est difficile de gérer cela. C'est la raison pour laquelle nous le faisons sur la boîte de conversation. Merci encore une fois, Dr. Ryan, pour votre participation. Merci à tous les gens qui ont participé, l'audience. Si vous voulez revenir à la session,
je vous recommande de regarder la chaîne YouTube dans 10 jours, dans toutes les langues. La présentation sera diffusée. Alors, la prochaine masterclass sera donc le 17 février. Merci encore une fois, Dr. Ryan, de votre participation et j'ai hâte de vous retrouver encore une fois le mois prochain. Merci de m'avoir accueilli et de m'avoir invité. Au revoir.